Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 13 août 2020 et nous allons parler du le Corona, mon mariage et moi. On est vraiment heureux de pouvoir t'accueillir lors de ce live. Donc, Merci pour l'invitation en tout cas. ah, non, c'est nous qui t'accueillons. Dis-nous, Cathy, est-ce que tu peux déjà te présenter pour toutes les personnes qui nous regardent? D'accord. Et bonsoir à tout le monde. Alors, donc, je m'appelle Cathy Ngou, mariée, j'ai deux enfants. Je suis juriste de formation. Je suis juriste de formation. Et j'ai été pendant 4 ans, j'ai fait donc de l'accompagnement pour toutes les personnes qui voulaient entreprendre, qui voulaient vraiment créer leur business. Là actuellement, donc là, j'ai fait ça en tant qu'indépendante complémentaire. Pour l'instant, j'ai arrêté mon activité parce que c'était un peu trop prenant avec la vie de famille. Euh, Maintenant, actuellement, je suis fonctionnaire Ok. dans une société de chemin de fer. Voilà un peu. Et vraiment, ce que je dis, c'est que ma passion, c'est vraiment aider les gens à vraiment entreprendre, à créer leur business. Parce qu'il y a énormément de potentiel en Belgique. La plupart des gens ne savent pas trop comment ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent, par où commencer et tout ça. Et souvent, ben, on entend souvent que, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font faillite après 3 ans ou ceci, cela. Mais souvent, c'est parce qu'en fait, il y a eu un manque d'accompagnement, un manque d'informations correctes, adaptées aux besoins de la personne, en fait. Donc voilà, c'est ce que je faisais et que j'essaie de faire encore maintenant, enfin, de temps en temps, si je peux. On va plutôt parler même de business. Est-ce que c'est la bonne idée de se lancer maintenant dans l'immédiat? Mhm. Ok, en fait, cette question, il y a beaucoup de personnes qui me la posent et il y a pas de oui, il n'y a pas de non. Tout dépend quel est le business, quel est le business dans lequel la personne veut commencer en fait. Par exemple, si par exemple une personne veut ouvrir un restaurant, je dirais c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Mais si par exemple la personne veut créer par exemple un service de restauration, mais au niveau traiteur, livraison et tout ça, ça peut être une bonne idée. Mais ouvrir un restaurant, actuellement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, en fait, tout dépend du business, tout dépend de ce que on veut faire. Je dirais, voilà, par exemple, quelqu'un qui était consultant et donc il y avait des rendez-vous à longueur de journée, qui devait aller visiter des clients, ben, peut-être maintenant c'est plus faisable, mais on peut faire de la consultance en ligne et c'est différent, c'est une approche différente. C'est vrai qu'il y a le lien social qui n'est plus là, ce lien humain, il n'y a plus, ou en tout cas il est vraiment moindre, mais on peut le faire en ligne et c'est différent et ça fait gagner aussi du temps en fait. Ça fait Clairement. gagner énormément de temps. Donc moi je dirais que si la personne a envie de se lancer dans quelque chose, en fait il faut commencer par écrire le projet. Qu'est-ce que j'ai à cœur? Écrire le projet, même si ce ne sont pas un texte continu, écrire vraiment les mots-clés qui vont permettre à la personne de pouvoir de pouvoir comprendre et de pouvoir expliquer son projet. Et aussi se dire que il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, mais en même temps, il y a des bons moments et il y a des mauvais moments. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que c'est la crise que c'est pas le bon moment pour ouvrir un business. Tout comme Oui. c'est pas parce qu'on est dans une période entre guillemets normale que c'est le bon moment pour ouvrir son business. Tout est question de, il faut étudier son projet, il faut se renseigner, il faut avoir les bonnes personnes, il faut être accompagné aussi. Et donc là, ça permet aussi la réussite. En fait, on va dire, pour moi, c'est 75% de réussite du projet. Quand le projet est écrit, quand le projet est réfléchi, quand le projet est pensé. Prochaine question, c'est ben, une fois qu'on a son business ou même avant de se lancer, on parle souvent du patrimoine et ben, comment on protège son patrimoine. Tout dépend de la situation, tout dépend de dans quel type d'entreprise on est. Ok. Alors, je vais donner un exemple. Si par exemple, une personne veut créer un business, elle veut et elle-même, enfin son partenaire, son compagnon, son mari ou son épouse est indépendant. Là, il faut regarder. Moi, ce que je pose la question, c'est il faut regarder quel est votre régime matrimonial. Si vous avez opté pour le régime légal, donc le régime de la communauté, ça peut être compliqué, ça peut être dangereux parce que il risque, tout dépend du type d'entreprise, donc tout dépend du type d'entreprise qu'on a créé, ça peut être dangereux.
Si, par exemple, à l'inverse, on est marié, mais qu'on a le partenaire qui est indépendant ou qui Ouais. est en société, mais vous avez fait un contrat de mariage, par exemple, et vous avez choisi la séparation des biens, là, ça peut être plus avantageux, en fait, ça peut être plus avantageux pour le patrimoine familial. Parce que là, il y a une protection, en fait. Et donc voilà, mais c'est vrai que quand on veut créer son business, souvent les gens sont, à moins d'avoir des millions, on va dire, les gens ne parlent pas souvent du patrimoine ou ne pensent pas directement à protéger leur patrimoine en fait. Et donc ils font le choix d'une entreprise qui n'est pas adaptée, par exemple, avec leur situation. Donc il faut vraiment se renseigner auprès de son conseiller juridique voilà, moi, ma situation, c'est ça. Qu'est-ce que vous me proposez? Et donc, normalement, le conseiller juridique va vous dire, bah, votre situation va faire que c'est mieux, par exemple, une société anonyme, c'est mieux, par exemple, une société, une SRL, c'est mieux, par exemple, que vous fassiez ceci ou cela. En général, c'est comme ça que ça va se passer. Développe donc mon entreprise et en cours de route, je me marie. À ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Séparer le patrimoine ou tout simplement garder le patrimoine qu'on avait déjà en commun? Donc, il y a deux patrimoines distincts. Il y aura ton patrimoine privé, toi en tant que Ouais. Miguel, et il y aura le patrimoine de Miguel SA, par exemple, ou SRL. Tu vois, c'est deux patrimoines différents. Donc, ça veut dire que même si tu te maries, il n'y a pas de souci. Mais si, par exemple, tu crées, en étant célibataire, une société en nom collectif ou une société en commandite simple, ou alors le cas extrême, mais c'est un cas que j'aime bien prendre parce que je l'ai déjà eu pour des clients, tu crées une ASBL qui, après des années, s'avère que c'est pas vraiment une ASBL, mais que c'est une société et qu'il y a une requalification des faits devant le juge. Donc, le juge va considérer que l'ASBL n'est pas une ASBL, mais est une société. Ça veut dire qu'il va remonter depuis la date de la création de l'ASBL. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de séparation de patrimoine. Parce qu'en général, on va, on va adapter l'ASBL qui avait été constituée en société de droit commun. Et la société de droit commun, il n'y a pas de séparation de patrimoine. Ce qui fait que ça peut créer des problèmes dans, dans le patrimoine de la personne enfin, de ta future, enfin, de ton épouse à ce moment-là. Parce que si maintenant elle est indépendante, ou si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, par exemple, ou si vous n'avez pas fait de séparation de biens, alors ce sera son patrimoine qui sera aussi engagé. En fait, je vais donner un exemple. J'ai eu un client qui avait donc créé une ASBL. Et voilà, le but était vraiment, l'objet était vraiment très très bien et tout ça. Et puis, pendant des années, il a travaillé comme ça. Et voilà, je vais donner des dates comme ça, mais comme ça, pour que juste que les personnes comprennent, on va dire, il a créé son ASBL en 2010. Et puis bon, voilà, tout se passe bien. On est en 2019. Il a un contrôle. Et puis, bah, le contrôleur estime que c'est pas une ASBL, que l'objet social a été dépassé et que il va dire, ouais, moi je vous considère comme une société. On va devant le juge. Le juge suit l'avis allez, du contrôleur et il estime que c'est une société. Donc, on va remonter, ce sera rétroactif, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire qu'on va remonter jusqu'en 2010, date à l'année de la création de l'ASBL, qui est devenue une société. Ce qui veut dire que si, entre-temps, donc, ce qui s'est passé, c'est que mon client, il avait pris des volontaires au sein de l'ASBL. Il avait, voilà, il avait fait des frais et tout ça. Il a pris des volontaires. Donc, à ce moment-là, il est devenu une société, alors on a considéré qu'il était employeur. Donc, ça veut dire qu'il devait payer l'ONSS, il doit payer la TVA, il doit payer l'ISOC, donc l'impôt des sociétés, puisque en tant qu'ASBL, tu peux être exonéré de payer la taxe. Mais là, il devait tout payer. Et donc, mon client était marié et ben là, en fait, mon client a tout perdu. Il a tout perdu. Parce que le fait que ce soit rétroactif, donc on est remonté 10 ans avant. Comment? Jusqu'à 2010, donc il faut tout Oui, payer oui, depuis oui, le départ. c'est ça. Voilà.
Et donc, c'est donc tu dois payer le NSS parce que l'État est vraiment le créancier, donc vraiment par excellence. Donc, ça veut dire que la TVA, l'ONSS, tout, fiscalité et tout, bam, tout lui est tombé dessus. Si tu n'as pas les moyens de payer ça, tu fais comment? Et maintenant, si maintenant vous n'avez pas fait de contrat de mariage, si vous n'avez pas fait de séparation de biens, voilà. Et moi, mon client, il a tout perdu. Tout. Donc, quand je dis tout, ça veut dire financièrement. Il n'avait plus rien. Maison, tout. Jusqu'au point où, ben, le mariage, il a dû divorcer, quoi. Ouais, je Ils comprends. ont dû, ils ont dû divorcer. Donc en fait, ce que je veux expliquer, je sais que il y a beaucoup de gens qui n'aiment, on n'aime pas payer. On n'aime pas payer. Mais le fait, c'est que c'est important de se renseigner et d'aller voir un conseiller juridique, un professionnel du chiffre aussi, euh, parce que vaut mieux payer, peut-être, je connais pas les tarifs, peut-être vaut mieux payer 1 000 € et être assuré que c'est bon, plutôt que de devoir payer 1 million d'euros après. Pour moi, le choix est vite fait. Pour tout le Voilà. monde. Des nouvelles lois qui permettent aux ASBL d'avoir d'avoir des activités commerciales. Oui, effectivement. En fait, depuis 2019, donc la loi a changé et l'ASBL peut avoir des activités commerciales. Maintenant, l'activité commerciale ne doit pas être une activité principale parce que là, on n'entre plus dans le terme non, ASBL, donc association sans but lucratif. Donc, tu peux avoir des activités commerciales à condition que cette activité commerciale-là ne dépasse pas, ne prend pas la première place par rapport au but non commercial de ton ASBL. Aussi, tu peux aussi avoir une ASBL qui, pour faire vivre l'ASBL, va avoir des activités commerciales. Et là, normalement, c'est prévu pour la personne qui va faire les statuts, c'est qu'elle doit mettre cette mention-là, ce qui va permettre à l'ASBL de faire des activités telles que des concerts, des galas de charité, pour pouvoir récolter de l'argent pour que ce soit affecté principalement à l'ASBL. C'est pas pour que le président, les administrateurs soient payés. C'est pas le but principal de l'ASBL, en fait. Donc oui, en fait, depuis 2019, ça a changé. Simplement, ouais, on va tout simplement rentrer dans le thème du mariage et comment peut se dérouler. Enfin, maintenant, on a quand même une crise, on a les différentes crises sanitaires qu'on connaît là actuellement. Mhm. Mais comment peut se dérouler un mariage justement durant cette crise? Alors, il y a beaucoup de personnes qui se posent beaucoup de cette question. Euh, Ça dépend. Donc, tout dépend de la région dans laquelle le mariage va être fait. Il faut respecter bien sûr les, euh, les règles qui ont été en vigueur. Donc, je pense que ça dépend. Certaines communes, c'est 25 personnes au civil, ça dépend. Donc, en fait, ça, il faut suivre, il faut se renseigner par rapport au lieu où aura lieu, où aura lieu le mariage. Le problème vraiment actuellement, les gens me disent oui, mais voilà, j'ai conclu un contrat avec des prestataires. Mais voilà, mon mariage est reporté, mon mariage est ceci et cela. Ok. En fait, là, il faut distinguer deux choses. Le moment auquel a été passé le contrat. D'accord? Si, par exemple, le contrat avec les prestataires ont été passés l'année passée, ou alors, en tout cas, avant la crise du coronavirus, et que, on va dire ça comme ça, le contrat le prévoit, le contrat des prestataires le prévoit, il y a là ce qu'on appelle le cas de force majeure. Normalement, on peut avoir des remboursements. En fait, c'est vraiment entre le prestataire et le client. Et maintenant, le contrat a été conclu, pardon, durant la période du coronavirus, la personne ne pourra pas se prévaloir de la force majeure. Pourquoi? Parce que la force majeure, c'est en fait un événement imprévisible qui était pas connu au moment où on a conclu le contrat et qui fait que la poursuite du contrat est impossible, pas par la faute d'un des contractants. Et donc, voilà. Mais si maintenant, moi, je conclue un contrat avec un prestataire en sachant qu'on est en pleine période de coronavirus et qu'après, je paye un acompte et que je dis, ben, non, voilà, j'ai payé un acompte, mon mariage est annulé, je veux que vous me remboursiez la totalité, ce sera pas recevable, en fait. Pourquoi? Parce que on sait qu'on est en pleine période de coronavirus ou épidémie, pandémie, peu importe. Et donc, on ne pourra pas se prévaloir de la force majeure. On ne pourra pas.
Maintenant, moi, mon conseil, c'est qu'il faut prévoir le cas de force majeure. Maintenant, le cas de force majeure peut faire, dans les contrats, le cas de force majeure peut faire que quoi? Que soit il y ait un remboursement total, soit qu'il y ait, qu'on postpose, soit que le contrat, donc que le contrat soit suspendu, que le contrat soit annulé. Ça dépend un peu, mais tout dépend de ce qui est dit dans le contrat, euh, parce que c'est vraiment le contrat qui va faire force de loi. Maintenant, les prestataires, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas rembourser, mais Bah justement, j'allais sauter dessus. voilà, il y a J'allais, beaucoup qui il ne y a veulent pas une question. rembourser. Il y a beaucoup qui, voilà. Maintenant, moi, ce que je dirais, euh, la crise a impacté beaucoup de personnes. Euh, il faut pas, enfin, voilà, c'est mon avis. Hein. Il faut essayer d'être humain, de comprendre l'autre partie aussi. Maintenant, si par exemple, un prestataire on a signé avant la crise du coronavirus, un prestataire décide de pas rembourser intégralement et décide de même pas proposer de solution quoi que ce soit. Euh, Vers qui se tourner voilà, à ce moment-là? si après la personne se retourne contre le prestataire, la personne est en droit de le faire. Maintenant, c'est au cas par cas. Et la justice peut donner raison, la justice peut ne pas donner raison, mais en tant que professionnel, ça risque d'être quand même assez chaud pour le prestataire si il est pas assez, on va dire, flexible, si je puis dire comme ça. Petite question à ce moment-là, vers qui il faut se tourner exactement le prestataire, justement, il refuse de rembourser alors que le contrat a été signé et tout a été fait avant le Covid. Mhm. Vers qui il faut se Alors, tourner? alors là, il faut aller voir un avocat et d'aller voir un avocat. Et donc là, l'avocat, je pense que là, un avocat qui est honnête va voir si c'est utile de poursuivre, enfin de porter l'affaire devant la justice, hein, si ça va pas coûter beaucoup plus cher. Donc là, je veux minimiser aucun contrat, hein, mais par exemple, vous avez payé un acompte, enfin, je sais pas, votre mariage coûte 10 000 euros, par exemple, vous avez payé un acompte de 2 000 euros, le prestataire vous rembourse, par exemple, que 500 euros, et que voilà, vous voulez aller devant la justice. Je comprends, mais moi je conseillerais pas. Pourquoi? Parce que ça risque de prendre déjà des années et deux, ça va coûter beaucoup plus cher. Parce qu'il faut savoir qu'un procès, c'est jamais facile. Hein. C'est jamais facile. Il faut qu'on arrête avec les séries américaines où on arrive comme ça. C'est pas du tout ça. Un procès, c'est lourd. Un procès, c'est financièrement, c'est fatigant, c'est épuisant parce que voilà, il y a des pièces qu'il faut déposer, il y a ceci, il y a cela. Donc voilà, il faut. Mais le prestataire n'est pas à l'abri de poursuites. Hein. Donc voilà, moi ce que je conseillerais, c'est que les deux co-contractants, donc les deux personnes, puissent s'asseoir autour d'une table et discuter, qu'elles puissent se voir. Voilà, parce que si par exemple le prestataire ne veut pas rembourser, mais qu'il n'a fait aucun frais, parce qu'il y a des personnes qui n'ont fait aucun frais, puisque par exemple, si tu es traiteur et qu'on a signé le contrat, je sais pas moi l'année passée, et que mon mariage était au mois de juillet, et que tu veux absolument rien, enfin j'ai donné un acompte, mais tu n'as pas fait de frais, donc c'est malhonnête d'un côté de ne pas rembourser, parce que voilà, si par exemple tu proposes une autre date, mais que par exemple soit ça me convient pas, ou soit voilà, là, on peut se dire, OK, mais voilà. Mais c'est pour ça que moi, je conseille toujours de mettre, en tout cas, la clause de force majeure, le cas de force majeure, dans les conditions générales, dans le contrat aussi. Parce que là, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes, en fait. Tu as parlé quand même beaucoup de cas de force majeure. Est-ce que le cas de force majeure est directement dans tous les contrats ou il faut le spécifier à chaque fois? Non, il est pas, en fait, il n'est pas obligatoire. Donc, en général, il faut le spécifier. Donc, franchement, je pense qu'un bon juriste va le spécifier dans les comptes. Donc, si vous faites appel à un bon juriste, il va le spécifier. Il va le spécifier. Je crois que surtout maintenant, si vous allez chez un juriste, il va mettre la clause de force majeure. Voilà. Ok, excellent. Maintenant, on va passer au fast quiz parce que tu as profité de répondre à plusieurs questions en une seule question. Ambiance ou tranquillité? Tranquillité. Voyage ou destination?
Voyage. Livre ou film? Livre. Préparer un plat ou se faire livrer? Préparer un plat. Haut ou soft? Oh. Un mot pour la fin? Ben, j'aimerais dire à toutes les personnes vraiment qui ont ce désir de entreprendre et tout ça, n'hésitez pas, lancez-vous, mais posez-vous les bonnes questions et surtout faites-vous conseiller. C'est le plus important de se faire conseiller, d'être entouré pour pouvoir aller de l'avant et essayer de regarder le verre à moitié plein plutôt que de regarder le verre à moitié vide.